La semaine dernière, j'ai jeté la quasi-totalité de mes boîtes en plastique. 3 tiroirs, 4 placards, des décennies de contenants accumulés. Ceux dont le couvercle a disparu depuis des années. Ceux qui sont restés définitivement teintés en rose par une sauce bolognaise. Ceux qui se sont déformés au lave-vaisselle. Il y avait là des pièces que j'avais achetées moi-même et d'autres que j'avais héritées de ma mère. Tout a fini dans un grand sac poubelle sur le trottoir. Pourquoi un tel grand ménage ? Parce que au moment même où vous m'écoutez, vous avez l'équivalent d'une petite cuillère en plastique de microplastique logée dans le cerveau. Ce n'est pas une image, c'est le résultat très concret d'une étude de l'Université du Nouveau-Mexique. Les chercheurs ont comparé des tissus cérébraux issus d'autopsies de 2016 à ceux d'autopsies réalisées en 2024. Les cerveaux les plus récents comptaient 50% de microplastique en plus que les anciens, environ 7 grammes en moyenne. Le poids d'une cuillère en plastique jetable, logée dans les tissus mous de votre boîte crânienne. Cette étude est parue l'année dernière, et pourtant, la majorité des gens autour de moi n'en ont jamais entendu parler. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que j'ai découvert en me plongeant dans ces rapports scientifiques. Nous allons voir pourquoi le simple fait de réchauffer un plat au micro-ondes libère plus de particules de plastique que n'importe quelle autre action de votre journée. Pourquoi 3 équipes de recherche distinctes ont quantifié la présence de microplastiques dans le placenta humain, les testicules et le sang. Nous allons aussi parler de cette spatule noire qui traîne actuellement dans votre pot à ustensiles et qui a 70% de chances de contenir des retardateurs de flammes toxiques issus du recyclage de vieux appareils électroniques. Enfin, je vous donnerai la liste très restreinte des seuls objets que j'ai choisi de garder et ceux que j'ai achetés pour remplacer tout le reste. Restez avec moi et revenons d'abord aux origines de cette histoire pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Tout commence en 1938. Un chimiste nommé Earl Tupper mène des expériences chez DuPont sur un nouveau matériau, le polyéthylène. C'est transparent, flexible et théoriquement sans danger pour les aliments. Il quitte l'entreprise, ouvre un petit atelier et, en 1946, réussit à mouler ce plastique pour créer des bols de conservation dotés d'un couvercle hermétique unique qui chasse l'air quand on appuie dessus. Il appelle sa société Tupperware. Au début, alignées sur les étagères des grands magasins, ces boîtes ne se vendent pas. Les clients ne comprennent pas comment fermer ce joint bizarre. C'est alors qu'une mère divorcée, Brownie Wise, change radicalement de stratégie en créant un réseau de vente à domicile. Le concept de la réunion Tupperware est né, des femmes se rassemblent dans des salons, autour d'un café et d'un gâteau pour une démonstration de 5 minutes. Ma mère est allée à ces réunions. La vôtre probablement aussi, ou votre grand-mère. Pendant 30 ans, ces boîtes ont été le cadeau de mariage ou de crémaillère incontournable, déclinées en couleur pastel. À l'époque, l'entreprise d'origine remplaçait votre boîte gratuitement si le couvercle se fendait, même des décennies après l'achat. Mais cette entreprise-là n'existe plus. Tupperware Brands Corporation s'est déclarée en faillite en septembre 2024, écrasée par plus d'1 milliard de dollars de dettes. Les boîtes en plastique que votre grand-mère a achetées dans les années 60 ou 70 sont encore intactes dans les cuisines françaises. Mais la société qui les a conçues est morte. Aujourd'hui, ce nom historique est apposé sur un plastique plus fin, plus fragile, issu d'une chimie totalement différente. Même nom, même forme, mais la logique industrielle a radicalement changé. Et le vrai problème ne s'arrête pas à une seule marque. Il concerne absolument tout notre équipement. Vers 2018, des chercheurs ont commencé à analyser de très près ce qui se passe lorsque le plastique est exposé à la chaleur. On soupçonnait depuis longtemps un transfert de matière vers les aliments, mais on n'en connaissait pas l'ampleur. En 2023, une équipe de l'Université du Nebraska a publié une étude majeure dans la revue Environmental Science and Technology. Ils ont mesuré l'impact du passage au micro-ondes d'un contenant en polypropylène. 3 petites minutes de chauffage standard ont libéré plus de 4 millions de microplastiques et plus de 2 milliards de nanoplastiques par centimètre carré de plastique. La mention « résistant au micro-ondes » que vous lisez sur vos boîtes chez Darty ou Carrefour ne signifie pas que le plastique ne migre pas dans votre nourriture. Cela signifie simplement que la boîte ne va pas fondre ou prendre feu dans l'appareil. Ce n'est pas du tout la même chose. Cette même étude a révélé que le simple fait de stocker des aliments dans un contenant en plastique à température ambiante pendant 6 mois libère également des millions de particules. Le passage au réfrigérateur ne bloque pas le processus non plus. Le plastique se dégrade en permanence, plus lentement qu'au micro-ondes, mais sans jamais s'arser. Le chiffre qui m'a fait le plus réfléchir concerne nos bouilloires.
Quand vous faites bouillir de l'eau dans une bouilloire électrique qui possède des composants internes en plastique, la concentration de microplastiques dans l'eau chaude oscille entre 3 millions et 20 millions de particules par litre. La même eau, non bouillie, n'en contient que 300 000. Le simple fait de chauffer l'eau dans une cuve contenant du plastique multiplie votre exposition par 50. Ma vieille bouilloire avait une jauge de niveau d'eau et un filtre en plastique. Moi qui bois 3 tasses de thé par jour, je me trompais de calcul depuis des années, mais le coup de grâce, celui qui m'a poussé à vider définitivement mes placards, est tombé en octobre 2024. Une équipe de recherche de l'organisation Toxic Free Future et de l'Institut d'Amsterdam pour la vie et l'environnement a analysé 203 produits de cuisine en plastique noir vendus sur le marché, des spatules, des louches, des écumoires, mais aussi des barquettes de vente à emporter et des plateaux à sushi. Il voulait vérifier si des substances chimiques formellement interdites dans l'ameublement et l'électronique se retrouvaient par ricochet dans nos ustensiles de cuisine. Les résultats sont aberrants. 85% des produits testés contenaient des retardateurs de flammes chimiques. Le plus fréquent, le DKBDE, a été détecté dans 70% des échantillons à des concentrations allant de 5 à 1200 fois la limite autorisée par l'Union européenne pour les biens de consommation. Ce sont exactement les mêmes molécules chimiques que l'on a bannies des mousses de canapé parce qu'elles provoquent des dommages neurologiques graves. Elles n'ont strictement rien à faire dans votre assiette et pourtant elles sont dans la spatule que vous utilisez pour retourner vos œufs le matin. Comment en est-on arrivé là ? De la même manière que pour toutes les dérives de l'industrie moderne, par un recyclage mal maîtrisé. Quand de vieux téléviseurs, des carcasses d'ordinateurs ou des boîtiers d'appareils électroménagers arrivent au centre de tri, leurs plastiques sont broyés, fondus et remoulés. Parfois pour refaire de l'électronique, mais très souvent pour fabriquer les objets les moins chers du marché, que l'on teinte obligatoirement en noir pour masquer les impuretés de la matière recyclée. Les retardateurs de flamme d'un téléviseur cathodique de 1995 se retrouvent ainsi dans la cuillère avec laquelle votre enfant mange son yaourt. Quelques mois après la parution, les chercheurs ont publié un correctif technique concernant le calcul de l'exposition quotidienne, qui avait été surestimé dans le rapport initial. Mais les faits scientifiques restent inchangés. Les substances toxiques sont bien présentes dans 85% des produits testés et elles demeurent illégales dans le mobilier. Quand j'ai fini de lire ce rapport, j'ai regardé la spatule noire achetée pour 3 fois rien dans une enseigne de déstockage. Le manche était légèrement usé à l'endroit où je posais mon pouce. Je l'ai jeté directement à la poubelle. Ensuite, je me suis intéressée aux planches à découper. Une étude de 2023 publiée dans la même revue estime qu'une planche en polypropylène libère environ 79 millions de microplastiques par an et par personne dans les aliments qui y sont coupés. Pour les planches en polyéthylène, le chiffre varie entre 14 et 71 millions de particules, selon la pression exercée par le couteau et la fréquence d'utilisation. Ces particules sont invisibles à l'œil nu, vous ne pouvez pas les rincer à l'eau. Elles s'intègrent directement dans la carotte que vous venez de râper ou dans l'émincé de poulet du dîner. Le détail ironique de cette étude, c'est que les planches en bois perdent elles aussi des particules au passage de la lame. Sauf qu'il s'agit de cellulose végétale. Et à ce jour, la cellulose de bois n'a jamais été retrouvée dans les tissus cérébraux humains. Le microplastique, lui, y est bien présent et sa concentration a bondi de 50% entre 2016 et 2024. Nous devons aussi aborder les composés chimiques invisibles et impossibles à comptabiliser. Dans les années 50, l'industrie chimique a introduit le bisphénol A, le fameux BPA, pour tapisser l'intérieur des boîtes de conserve métalliques et fabriquer les plastiques rigides des biberons. Légers, transparents, incassables, c'était le matériau miracle. Dans les années 90, la science a démontré que le BPA imitait les œstrogènes dans le corps humain. C'est ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien. Des expositions même infimes ont été liées, étude après étude, à des dérèglements hormonaux et des problèmes de fertilité. L'Union européenne a fini par interdire le BPA dans les biberons en 2011, avant d'élargir cette interdiction totale à tous les matériaux au contact des aliments en 2024. Aux États-Unis, en revanche, la FDA l'autorise toujours et examine une pétition pour l'interdire depuis maintenant 4 ans. Mais voici le véritable tour de passe-passe de l'industrie. Lorsque la pression des consommateurs est devenue trop forte contre le BPA, les fabricants n'ont pas abandonné cette chimie. Ils ont simplement basculé vers des variantes très proches, comme le BPS, le BPF ou le BPAF. Les emballages ont alors arboré de grosses étiquettes sans BPA.
C'est techniquement vrai, la molécule précise qui a fait l'objet de procès a disparu. Mais une analyse globale de la littérature scientifique publiée en 2025 a conclu que ces alternatives ne sont absolument pas plus sûres. Les experts utilisent une formule très claire pour qualifier cela, une substitution regrettable. On change une ligne sur l'étiquette, mais le problème de fond reste exactement le même. Alors, comment en est-on arrivé là ? Comment nos cuisines se sont-elles retrouvées envahies par des objets jetables, toxiques ou programmés pour lâcher au bout de 2 ans ? Pour le comprendre, il faut regarder ce qui se passe dans les coulisses des grands groupes qui rachètent nos marques historiques. Quand vous vous promenez dans les rayons de chez Darty Boulanger ou que vous faites défiler les pages de Cdiscount, vous voyez des noms familiers, des noms qui vous inspirent confiance, parce qu'ils évoquent la cuisine de vos parents. Mais derrière l'étiquette, la réalité financière est tout autre. Les fonds d'investissement et les multinationales cotées en bourse fonctionnent au rapport trimestriel. Leur but n'est pas de fabriquer une poêle qui durera 30 ans. Leur but est de réduire les coûts de fabrication de 3% chaque année pour satisfaire les actionnaires. Et pour réduire les coûts, il n'y a pas de secret, on remplace le métal lourd par des alliages fins, on injecte du plastique là où il faudrait des engrenages en acier. Et on mise tout sur le marketing, pour vous faire croire que l'écran tactile connecté est une révolution indispensable. C'est l'opposition pure entre l'ingénierie et le marketing. Prenons un premier exemple très concret que vous croisez absolument partout en France, les poêles et casseroles à revêtement anti-adhésif d'entrée et de milieu de gamme, comme celles que l'on achète par lot de 3 en promotion chez Carrefour ou Leclerc. Regardons de près la marque Tefal, fleuron historique français, né à Sarcelles et propriété du groupe SEB. Attention, Tefal sait fabriquer d'excellents appareils autonomes, mais leur cœur de métier historique, la poêle en aluminium revêtue de PTFE, le fameux téflon, est devenu le symbole même de l'ustensile jetable. Quel est le modèle économique ici ? On vous vend une poêle légère, flatteuse, avec un indicateur thermique central rouge bien visible. Le prix semble imbattable, souvent autour de 25 à 30 € l'unité. Mais quelle est la réalité technique ? La base est une feuille d'aluminium emboutie très fine, souvent inférieure à 2,5 mm d'épaisseur. Dès les premières utilisations sur une plaque à induction ou un brûleur de gaz un peu vif, le choc thermique déforme le fond de la poêle. Elle ne repose plus à plat. Pire encore, le revêtement anti-adhésif, même garanti sans PFOA aujourd'hui, s'égratigne à la moindre maladresse, parfois juste en empilant les casseroles dans le placard. Faisons les mathématiques de la longévité, car c'est là que le piège se referme. Une poêle de ce type dure en moyenne 1 an et demi, 2 ans maximum si vous êtes extrêmement maniaque, avant que le revêtement ne commence à peler et à s'écailler dans votre omelette. À 30 € la poêle tous les 2 ans, sur une vie de cuisine de 40 ans, vous allez dépenser 600 €. Cela représente un coût par année de service de 15 € pour un objet qui passe son temps à se dégrader sous vos yeux. Pour un ménage au SMIC, devoir racheter régulièrement ses poêles parce qu'elles attachent est une taxe invisible sur la pauvreté. Et que se passe-t-il en pratique ? Vous vous retrouvez devant votre évier à frotter une poêle dont le fond se détache en petites pellicules noires, en sachant pertinemment que la moitié a fini dans l'estomac de vos enfants. Les réparateurs indépendants et les experts en recyclage vous le diront. Ces poêles sont impossibles à reconditionner à grande échelle. C'est du déchet pur, programmé par la finesse même des matériaux choisis. Le verdict est sans appel. Le revêtement jetable est une rente financière pour les fabricants, un gouffre pour votre portefeuille, si vous voulez voir un cas encore plus flagrant de cynisme industriel. Quittons un instant les poêles pour nous intéresser aux petits électroménagers, plus précisément aux robots pâtissiers low cost qui inondent les rayons d'électro-dépôt de la foire fouille, ou les offres flash d'Amazon.fr sous des marques de distributeurs ou des noms à consonance allemande comme Continental Edison ou d'autres griffes d'importation. Le positionnement est limpide. Vous proposez le look d'un robot professionnel pour moins de 80 €. La boîte en carton affiche des mentions ronflantes. Moteur puissant 1500 watts, bol XIS en acier inoxydable, design exclusif. Le client se dit qu'il fait l'affaire du siècle pour équiper sa cuisine, mais ouvrez la carcasse de l'appareil, comme le font les techniciens en service après-vente. Que trouve-t-on à l'intérieur ? Le fameux moteur de 1500 watts est un moteur à courant alternatif bas de gamme qui surchauffe en moins de 3 minutes dès qu'il rencontre la moindre résistance. Mais le véritable scandale technique réside dans la transmission. Pour faire tourner le crochet à pétrir, le moteur entraîne une série d'engrenages. Dans un appareil d'ingénierie durable, ces pignons sont en acier ou en bronze forgé.
Ici, pour économiser des centimes de coûts de fabrication, les engrenages sont en plastique moulé, du nylon blanc ultra fin. Dès que vous tentez de pétrir une pâte un peu lourde, comme une pâte à pain maison ou une brioche du dimanche, la résistance mécanique est trop forte. Les dents du pignon en plastique s'usent instantanément ou se cassent net. En pratique, l'accident arrive souvent au bout de 14 ou 15 mois, en plein milieu de la préparation des fêtes de Noël. Le robot émet un bruit de grincement sinistre, le moteur tourne dans le vide, une odeur de plastique brûlé envahit la pièce. Vous l'apportez au comptoir du service après-vente. La réponse est standard. L'appareil n'est pas réparable, car le boîtier de transmission est thermosoudé, et les pièces détachées n'existent tout simplement pas dans le catalogue du fournisseur. À 80 € l'achat, s'il casse juste après la garantie légale de 2 ans, votre coût par année de service est de 40 €. C'est astronomique pour un appareil qui passe 95% de son temps dans un placard. Les enquêtes des associations de consommateurs confirment que le taux de panne sur cette catégorie de produits atteint des sommets. On conçoit un objet pour qu'il ait l'air lourd et solide sur la photo de la boîte, mais on installe délibérément une rupture technique à l'intérieur. C'est de l'obsolescence structurelle pure. Le marketing vous vend du rêve de boulangerie, l'ingénierie au rabais vous livre un futur déchet de déchetterie. Abonnez-vous à la chaîne si ce genre d'analyse concrète vous parle. Quelqu'un doit décortiquer les fiches techniques et démonter les appareils. Parce que ce ne sont pas les publicités à la télévision ou les influenceurs sur Instagram qui vont vous révéler ce qui se cache sous les coques en plastique de vos robots. Laissez-moi d'ailleurs savoir dans les commentaires si vous avez déjà été victime de ce genre de panne brutale après seulement quelques mois d'utilisation. Passons maintenant à une autre catégorie d'ustensiles qui a envahi les listes de mariage et les cuisines branchées de nos centres-villes. La poêle en céramique dite écologique. Vous avez sûrement vu ces collections magnifiques au ton pastel, vert sauge ou crème, vendues chez Maison du Monde, Zodio, ou via des campagnes de financement participatif très agressives sur les réseaux sociaux. Le discours marketing est parfaitement rodé pour culpabiliser le consommateur et lui vendre la solution. Fini les produits chimiques, passez à la céramique naturelle, saine pour votre santé et pour la planète. Ces poêles sont vendues au prix fort, souvent entre 70 et 120 € l'unité. C'est un positionnement premium chic qui vise une clientèle urbaine, prête à payer plus cher pour sa tranquillité d'esprit. Mais que dit la science des matériaux sur cette fameuse céramique? Ce n'est pas de la terre cuite comme une poterie artisanale. Techniquement, il s'agit d'un revêtement de type sol-gel, une solution de silice liquide qui se transforme en un film vitre dur lors de la cuisson en usine. Les premiers mois, l'effet est magique. L'œuf glisse sur la poêle sans une goutte de matière grasse. Vous vous dites que vous avez enfin trouvé le Graal de la cuisine saine. L'illusion dure généralement entre 6 et 9 mois. La silice est un matériau extrêmement dur, mais aussi extrêmement cassant à l'échelle microscopique. Sous l'effet des cycles répétés de chauffage et de refroidissement sur vos plaques à induction, des micro-fissures invisibles se forment à la surface du revêtement sol-gel. Les graisses de cuisson et les acides microscopiques des aliments s'infiltrent dans ces fissures et s'y incrustent. Du jour au lendemain, la poêle commence à attacher. Et quand la céramique commence à attacher, elle attache pire que tout. Votre steak colle au fond, la peau du poisson reste collée, et pour nettoyer, vous êtes obligé de frotter, ce qui détruit encore plus le film de silice, faisons le calcul financier pour la France. Vous achetez une poêle design à 90 € chez un revendeur tendance. Au bout d'1 an et demi, elle est inutilisable pour les cuissons délicates et finit par servir uniquement à faire bouillir de l'eau ou réchauffer des légumes en sauce, avant d'atterrir à la poubelle ou dans un carton destiné à Emmaüs. 90 € pour 18 mois d'utilisation, cela nous donne un coût par année de service de 60 €. C'est 2 fois plus cher à l'année qu'un abonnement à un service de streaming, simplement pour avoir le droit de faire cuire des œufs. Les retours d'expérience des cuisiniers professionnels sont unanimes. La céramique sol-gel ne tient pas la distance en usage quotidien. C'est une merveille de laboratoire, mais une hérésie de cuisine. On a pris un problème réel, la toxicité potentielle des anciens revêtements, pour créer un produit encore plus éphémère sous couvert de vertus écologiques. C'est le summum du greenwashing culinaire Pour finir cette analyse des pièges de nos cuisines, arrivons au cas le plus cynique. La marque que l'on trouve dans presque tous les foyers français et qui incarne la dégradation lente d'un mythe de la robustesse, les moulins à poivre et à sel en plastique transparent ou à mécanisme moderne de grandes marques, et en particulier l'évolution récente de certaines gammes grand public.
En France, le roi historique du moulin, c'est Peugeot Saveur, basé dans le Doubs. Leur mécanisme en acier est une merveille d'ingénierie brevetée qui dure des générations. Si vous chinez un vieux moulin Peugeot en bois dans un vide-grenier ou une brocante pour 5 euros, il fonctionnera encore parfaitement après un demi-siècle de service. Mais les équipes marketing sont passées par là. Pour s'adapter à la tendance des cuisines modernes et minimalistes, les catalogues se sont remplis de modèles en plastique acrylique transparent ou dotés de boutons de réglage électrique à mémoire. Le prix de ces modèles contemporains grimpe facilement à 40 ou 50 euros chez Dubruy, dans la cuisine ou dans les grands magasins comme les Galeries Lafayette Maison. Le consommateur achète le nom prestigieux gravé sur le dessus, pensant acquérir la longévité légendaire de la marque. Regardons la construction de ces versions modernes et légères. Pour maintenir le mécanisme en acier au centre du cylindre transparent, les ingénieurs financiers ont remplacé la bague de support interne, en métal, par une pièce en plastique injectée fine. À chaque fois que vous tournez le moulin pour moudre du poivre en grain noir de Madagascar, qui est un grain très dur, une pression mécanique énorme s'exerce sur cette bague en plastique. Au bout de 2 ou 3 ans d'utilisation normale, le plastique fatigue sous la contrainte, se fissure et finit par céder. Le mécanisme se désaxe instantanément. Les grains de poivre ne sont plus moulus, ils passent entiers à travers les fentes ou bloquent complètement le système. Le coût par année de service pour ce moulin moderne à 45,5 euros qui lâche au bout de 3 ans est de 15 euros par an. Pour moudre du poivre. Alors que le vieux moulin en bois de votre grand-mère, payé l'équivalent de quelques francs à l'époque, ou chiné pour 3 fois rien sur le Bon Coin, affiche un coût annuel proche de 0 centime sur 50 ans de carrière. Les horlogers et les mécaniciens de précision vous le diront. Associer un mécanisme de coupe en acier haute performance à un châssis en plastique léger est une absurdité d'ingénierie. C'est fait pour casser. On utilise la réputation en béton armé construite par les anciens ouvriers français pour vendre une version jetable aux enfants de leurs clients. C'est la forme la plus insidieuse d'obsolescence programmée, car elle s'abrite derrière le prestige d'un nom de famille. Après avoir vu comment l'industrie moderne détruit la qualité pour soigner ses bilans financiers, changeons de perspective. Il existe encore des îlots de résistance. Des fabricants qui refusent le plastique jetable, le marketing tapageur et les écrans tactiles obsolètes au bout de 2 ans. Ce sont des objets simples, lourds, réparables, conçus par des entreprises souvent familiales qui misent tout sur la physique et la métallurgie plutôt que sur la communication. Acheter ces ustensiles demande un effort financier au départ, mais lorsque l'on fait les mathématiques de la longévité, il s'avère infiniment plus économique que n'importe quel produit premier prix déniché chez Darty ou sur Amazon.fr. Le ton ici n'est pas à la flatterie publicitaire, mais à la reconnaissance objective d'un travail d'ingénierie bien fait. Commençons par l'alternative la plus accessible et pourtant la plus durable pour remplacer définitivement les boîtes en plastique qui empoisonnent nos placards. Le bocal en verre traditionnel de la marque française Le Parfait. Fondée à Reims au début des années 1930, l'entreprise produit toujours ses célèbres bocaux en verre épais dotés d'une monture métallique et de la fameuse rondelle en caoutchouc orange. À l'origine conçue pour les conserves de haricots du jardin, les coulis de tomates d'été ou les confitures, ces bocaux sont devenus les parfaits contenants pour stocker vos restes au réfrigérateur ou ranger vos aliments secs dans le garde-manger. Un bocal Le Parfait de type super d'1 litre coûte environ 4 à 5 euros l'unité dans n'importe quel rayon art de la table de Carrefour, Leclerc ou en magasin de bricolage. Une boîte de 10 rondelles de rechange en caoutchouc naturel vaut moins de 3 euros. La sensation en main est incomparable. C'est le poids d'un verre sodocalcique dense, inerte, qui ne retiendra jamais l'odeur d'un reste de daube provençale ou la couleur d'une sauce tomate. Vous pouvez y verser une soupe bouillante directement à la louche, sans craindre la moindre déformation ou émanation de bisphénol. Le seul point faible de ce système est sa sensibilité aux chocs thermiques brutaux. N'espérez pas sortir un bocal congelé à moins 18 degrés pour le plonger directement dans un bain d'eau bouillante, le verre éclaterait. Mais pour un usage quotidien de stockage et de conservation, sa durée de vie est virtuellement illimitée. Si l'on calcule son coût par année de service sur une période d'utilisation prudente de 30 ans, en comptant le remplacement régulier du joint en caoutchouc tous les 3 ou 4 ans, on arrive à un coût dérisoire de moins de 20 centimes d'euros par an. C'est l'anti-Tupperware par excellence, le contenant n'est pas cher. Le verre provient de sable naturel et il traversera les générations sans prendre une ride, pour ce qui est de la cuisson saine à haute température, pour saisir une viande.
Faire sauter des pommes de terre sarladaises ou réussir une omelette sans aucun revêtement toxique, le choix logique se tourne vers la poêle en acier de la maison de Billet. Installée au Val d'Ajol dans les Vosges depuis 1830, cette manufacture familiale façonne des ustensiles en fer forgé et en acier de qualité professionnelle. Leur gamme emblématique Mineral B est une simple feuille d'acier brut de forte épaisseur, généralement entre 2,5 et 3 mm, revêtue d'une fine couche protectrice de cire d'abeille naturelle à la sortie de l'usine. Une poêle de Billet de 28 cm de diamètre se négocie autour de 40 à 50 € chez Boulanger du Bruit dans la cuisine ou sur les places de marché hexagonales. À la première prise en main, le poids surprend, la poêle est lourde, massive, dénuée de toute fioriture ou poignée en plastique. Le secret de cet outil réside dans un processus physique simple, le culottage. En faisant chauffer un peu d'huile au fond de la poêle neuve à plusieurs reprises, les corps gras saturent les pores microscopiques de l'acier et se polymérisent pour former une couche antiadhésive naturelle et noire. Plus la poêle devient noire, moins elle attache. Elle ne craint ni les coups de fourchette, ni les coups de couteau, ni l'usage d'une spatule métallique. Si vous brûlez un aliment, un simple coup de brosse à l'eau chaude sans produit vaisselle suffit à la remettre d'aplomb. Son inconvénient majeur est son entretien. Elle déteste le lave-vaisselle et rouillera instantanément si vous la laissez tremper toute la nuit dans l'évier. Il faut la laver à l'eau chaude, la sécher immédiatement et passer un essuie-tout huilé sur sa surface avant de la ranger. Mais sur le plan financier, l'investissement est imbattable. Cette poêle en fer ne possède aucun composant électronique, aucun revêtement chimique qui s'écaille, aucune pièce rapportée fragile. Elle est indestructible. Son coût par année de service sur une utilisation de 50 ans est inférieur à 1 € par an. C'est l'outil parfait pour le cuisinier amateur ou averti qui accepte les contraintes d'un entretien traditionnel pour s'affranchir définitivement de la taxe sur le téflon jetable. Montons en gamme pour aborder la cuisson lente. Le mijotage des plats du dimanche comme le bœuf bourguignon, la blanquette de veau ou le pot-au-feu avec l'indétrônable cocotte en fonte émaillée de la marque Le Creuset. Fabriquées à Fresnoy-le-Grand dans l'Aisne depuis 1925, ces cocottes coulées individuellement dans des moules de sable monobloc représentent le sommet du patrimoine culinaire français. Une cocotte ronde de 24 cm de diamètre, idéale pour une famille de 4 personnes, coûte entre 250 et 320 € selon les enseignes comme les Galeries Lafayette Maison ou le Bon Marché. Prix fait reculer beaucoup d'acheteurs chez Darty, qui préfèrent se tourner vers des équivalents Bon Marché en aluminium injecté léger. C'est une erreur fondamentale d'analyse. La fonte d'acier possède une inertie thermique exceptionnelle. Elle emmagasine la chaleur de vos plaques à induction ou de votre piano à gaz pour la restituer de manière parfaitement homogène, évitant ainsi aux aliments d'attacher au centre, tandis que les bords restent froids. L'émail intérieur vitrifié de Le Creuset est le fruit d'une formule chimique exclusive hautement résistante aux acides des aliments comme la tomate ou le vin rouge. À l'usage, c'est un bonheur sensoriel. Le couvercle lourd s'ajuste au millimètre pour retenir la vapeur et arroser les viandes en continu. Les poignées moulées dans la masse offrent une prise en main sécurisante. Le point faible est évidemment son poids, qui demande de la force au moment de la nettoyer dans l'évier, et sa sensibilité aux éclats d'émail si vous la cognez violemment contre le robinet. Mais regardons les chiffres d'un expert en économie domestique. Cette cocotte est assortie d'une garantie à vie par le fabricant. Elle ne s'use pas, elle se bonifie. Elle coûte environ 300 € à l'achat, mais si on divise ce montant par 60 ans de service, car elle sera transmise à vos enfants et à vos petits-enfants, le coût par année de service tombe à 5 € par an. C'est le prix d'un seul paquet de boîtes en plastique jetables par an, pour posséder le meilleur outil de mijotage au monde. C'est l'archétype de l'achat réfléchi et patrimonial. Enfin, pour remplacer les bouilloires électriques farcis de plastique transparent, qui surchauffent et tombent en panne à cause du calcaire. La solution la plus robuste reste la bouilloire sifflante traditionnelle en acier inoxydable de la marque italienne Lagostina ou l'équivalent tout inox de chez Christelle, fabriqué dans le Doubs. Ces objets en inox 18-10 de forte épaisseur se posent directement sur votre plaque de cuisson, qu'elle soit au gaz ou à induction. Un beau modèle Christ en acier inoxydable massif coûte aux alentours de 90 à 130 €. La construction est d'une simplicité désarmante, une cuve en métal, un fond thermo, diffuseur épais pour capter la chaleur instantanément. Une poignée solidement rivetée et un bouchon à sifflet mécanique. Il n'y a pas de carte électronique, pas de capteur de température tactile, pas de cordon d'alimentation qui s'effiloche et surtout aucune fenêtre en plastique pour surveiller le niveau d'eau.
L'eau ne touche rien d'autre que de l'acier chirurgical neutre, le calcaire de l'eau du robinet s'y dépose inévitablement, mais contrairement aux bouilloires électriques dont la résistance cachée finit par griller sous la roche. La bouilloire en inox se détartre en 10 minutes avec un simple verre de vinaigre blanc ménager chaud. Elle retrouve son aspect neuf instantanément. Son seul inconvénient est qu'elle demande votre attention. Elle ne s'éteint pas automatiquement comme un appareil électrique. Elle vous prévient simplement par son sifflement caractéristique qu'il est temps de couper la plaque. Calculé sur une durée de vie de 40 ans, cet objet en acier chirurgical affiche un coût par année de service d'environ 2,50 €. Elle survivra à 4 ou 5 bouilloires en plastique bon marché à 30 € qui auraient fini par saturer votre eau de résidus chimiques avant de griller